Bonjour, tout le monde m'entend? Je sais pas, ça va là aussi? Savoir si je dois me pencher. Bon, bah, c'est l'heure, je crois, hein. 10h30. On a un peu l'univers de choses à voir en fait, en 55 minutes. Histoire de régler cette présentation, je vais juste faire deux, trois questions à main levée. La première, c'est qui ici n'a jamais touché de près ou de loin un Node? Oh putain. Ok. Donc effectivement, on va se farcir les slides. Euh, D'accord, parce qu'il y a du code, hein, méfiez-vous, mais après les slides. Ok, bonjour. Je m'appelle Christophe. Je fais du JavaScript depuis trop longtemps pour que je commence à être à l'aise avec mon âge. Depuis 80-95 à peu près. Euh, un titre pro et vous me trouvez soit parce qu'il y en a parmi vous qui ont une espèce de pavé chez eux qui s'appelle Bien développé pour le Web 2. Soit parce que Paris Web, je suis dans le staff de Paris Web, et puis j'ai une boîte qui s'appelle Delicious Insights, et qui organise notamment des cycles de formation qui s'appellent JS Attitude et Git Attitude. Et à partir, dans le cadre de JS Attitude, à partir de janvier, les formations Node. Alors du coup, voilà, il y en a plein qui vont chez Node. Je dois reposer des choses qui pour des gens comme moi sont des évidences depuis 5 ans. Alors la première chose, c'est que JavaScript aujourd'hui est le langage numéro 1. Pour ceux qui ne sauraient pas. Je suis désolé pour tous ceux qui pensent que Java c'est bien. J'en ai fait quelques millions de lignes, c'est pas bien. Sauf si t'es payé à la ligne. C'est vraiment le langage aujourd'hui, tu peux le voir. Par exemple, je sors pas juste des phrases comme ça de mon chapeau, même si j'ai une réputation de troller. Ça, c'est le nombre de dépôts sur GitHub par langage. Je voulais juste regarder les deux premiers, qui sont mes deux chéris. Java est en 3e place, mais enfin il est quand même 160 et quelques mille dépôts derrière JavaScript. Et là encore, CoffeeScript n'est plus dans le top 10, il est juste en dessous, là, à quelques milliers près. Vous avez également des graphes comme les graphes de TIBCO. Alors TIBCO, en plus, c'est vraiment, entre guillemets, enfin, ou de RedMonk, ces graphes-là, là. Vous voyez que JavaScript est tout en haut, là. Et eux, pourtant, ils indexent l'intégralité des projets, y compris les trucs chiants, genre la banque et tout ça, tu sais, où c'est des gens qui codent encore avec du COBOL, ou des méthodologies qui ont 20 ans, mais même comme ça, même en comptant ces gens-là, JavaScript est tout en haut du truc, et JavaScript, aujourd'hui, effectivement, a globalement rempli le contrat qu'essayait de remplir à la base Java, c'est-à-dire qu'il est absolument partout. Il est même dans des montres aujourd'hui. Et il est très 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 puissant, il est juste extrêmement mal compris par beaucoup de gens, et ça tient beaucoup à ses premières années où il a été extrêmement mal vendu. C'est un langage extrêmement balèze, d'un point de vue strictement capacité de langage, il est par exemple beaucoup plus balèze que Java, je parle du langage pur, et qui est enfin à nouveau en très forte évolution, puisqu'on a une version par an pratiquement maintenant. Il y a ES 6 qui sort là avant la fin de l'année, ES 7 l'année prochaine, des fonctionnalités assez hallucinantes. Et donc il n'est plus du tout limité au côté navigateur, puisque on le trouve énormément côté serveur ou simplement côté autre chose que dans un navigateur. On se sert beaucoup maintenant de Node comme d'un substrat de script au même titre que Perl, Python ou Ruby. Et donc il y a de plus en plus d'outils dans Linux par exemple, ou dans OS X ou tout ça, qui techniquement sont codés aujourd'hui en JavaScript, alors que c'est pas du tout conçu pour s'exécuter dans une page web. Oui, j'ai des notifs Twitter sur mes mentions, donc je vois je troll Java. Oui. Il y a quelque chose de très intéressant avec JavaScript, c'est que JavaScript, en fait, étant monothread, ce qui peut sembler comme un problème, et en fait c'est plutôt un avantage, a un modèle qui est entièrement basé sur événements. Tout fonctionne par événement, il n'y a qu'une grosse boucle d'événements qui dispatche intégralement. Ceux d'entre vous qui sont des programmeurs système et qui ont déjà fait du réseau avec du C, avec des appels de type select, savent que c'est globalement à peu près la seule manière de bourrer en termes de performance. Et de fait, ça se prêtait de manière assez unique à la création d'un système comme Node, dont le cœur de besoin à la base a été de faire un système de gestion d'entrée-sortie, donc réseau, disque, etc., ultra rapide. Et de fait, c'est ultra rapide. Et
donc on le voit de plus en plus émerger à la base par la grande porte de tout ce qui va être temps réel, donc évidemment les chats, etc., machin, mais de plus en plus par d'autres facteurs, d'autres phénomènes. Le gros intérêt, évidemment, c'est que JavaScript, il y a des tas de gens qui, en théorie, savent, ou en tout cas sont pas trop intimidés parce qu'ils l'utilisent au quotidien, quitte à l'utiliser très mal, genre jQuery. Ça n'est pas la même chose que JavaScript. Arrêtez de mettre JavaScript, jQuery comme synonyme dans vos CV. Hein, c'est comme si je te disais français et LOL. C'est non. Ou genre je suis écrivain entre parenthèses Skyblog. Non. C'est c'est une bonne manière de s'y mettre, mais ça suffit pas. Mais néanmoins, ça permet donc de capitaliser les compétences par rapport à toute cette masse de web développeurs front. Si vous leur demandez du jour au lendemain, par exemple, de faire du Ruby ou du Python ou du Haskell, ça va être un peu compliqué. Ils vont devoir tout apprendre ici, un peu moins. Donc et évidemment, du coup, vous pouvez utiliser, c'est la fameuse promesse de Node, une grosse partie de votre code, aussi bien côté back que côté front. Vos modèles, vos validations, vos vues, etc., etc. Donc dans la pratique, c'est que du bonheur. Hein, c'est vraiment la fête. Un seul slide d'historique, faut pas déconner, on n'a pas beaucoup de temps. Officiellement, Node a été annoncé à la première JSConf Europe à Berlin en novembre 2009. J'étais là, il faut imaginer 300 geeks hyper techos qui font comme ça. C'était une toute petite version. C'est depuis le début sponsorisé et hébergé par un très gros acteur commercial qui est Joyent. Encore aujourd'hui, alors plus le créateur de Node, il a bougé, mais un des gros mainteneurs de la communauté Node, Isaac Schuster, sont chez Joyent, et Joyent investit toujours un paquet de salaires à temps plein, gros salaires. C'est les US, hein, comme on n'arrête pas de nous le répéter depuis un jour et demi, il n'y a que là-bas que ça paye bien, ça, patati patata. Ce qui n'est pas vrai, mais... Et donc il y a vraiment un backing derrière avec support commercial dans Enterprise et tout, faut pas croire. En juin 2010, on a eu le premier gros hébergeur basé Node sur le cloud, qui est Nodejitsu. Novembre 2010, on a eu Express 1.0, donc la première version complète 1.0 de framework web vraiment basé Node. Février 2011, on a eu la 0.4 de Node qui était un très très gros milestone. C'est là que ça a vraiment commencé à être utilisé en prod de manière lourde. Mai 2011, la première version de NPM qui est le gros package manager de Node. D'ailleurs, ça ne veut pas dire package manager, on y reviendra, ça veut dire package modules. Retenez-le, il y a un quiz dans 2 minutes. Pour de vrai, la démo c'est un quiz en WebSocket sur vos téléphones et tout. Et aujourd'hui on a un peu plus de 42 000 paquets, 42 000 modules en réalité dans NPM, ce qui en fait presque la plus grosse communauté de modules de toutes technologies confondues, et c'est celle qui de loin croît le plus vite puisqu'il y a plus de 100 nouveaux modules par jour. Okay. Elle est de loin, il y a des stats, hein, vous pouvez les trouver facilement sur Module Count ou des choses comme ça, qui sont extrêmement élevées. Aujourd'hui, il y a déjà de très très gros usages en prod par de très gros acteurs, et ce depuis plusieurs années. Hein. eBay, par exemple, a une partie croissante de son architecture au travers de QLIO et puis maintenant de plus en plus de modules, eBay quand même, hein, excusez-moi, qui est fait en Node. LinkedIn est intégralement basé Node maintenant côté back-end. Là aussi, il y a un peu de monde. Hein. Nous, avec Diado, on est rigolo, mais enfin, LinkedIn, c'est quand même une autre cour. Uber, amusant vu le partenariat passé avec Blend, Uber est basé en Node. MySpace est basé en Node. Mozilla, toute son infrastructure de gestion déléguée, authentification unique, etc., qui s'appelle Persona, qui s'appelait Browser ID avant, qui est au cœur également de Firefox OS, c'est du Node. Cloud, même si je ne supporte pas Cloud, c'est du Node. De plus en plus de gros frameworks Yahoo qui sous-tendent les différents systèmes de Yahoo sont en Node. Le Dow Jones, donc l'indice du NYSE, qui est un ultra temps réel, c'est du Node. Il y a des parties de toute l'infrastructure de New York Times, tout le cœur d'infrastructure de la BBC. La BBC, c'est pas que la Grande-Bretagne. Hein. La BBC, c'est tout le Commonwealth. La BBC, c'est quelque chose comme, je crois, 300 millions de pages vues jour, hein, l'ensemble de la galaxie BBC. C'est du Node. Translogit, qui est un immense système également de transfert de données et de transcollage de données, c'est du Node. IrisCouch, qui est le principal hébergeur CouchDB, c'est du Node. Segment.io, qui sont des analytics, c'est du Node, etc., etc. Donc, et il y a quelques boîtes, y compris des boîtes assez haut de gamme comme The Node Firm, qui font de la formation professionnelle en Node. En France, il y a quelques boîtes, la plupart n'ont rien compris au film, un petit peu comme les formations Git qui font juste du SVN. Mais il y a quelques boîtes qui sous-traitent à Nicolas Chambrier, Naolir, et puis il y a les miennes à partir de janvier. Ça fait pas beaucoup, mais ça arrive.
Au niveau hébergement, il n'y a aucun problème. Hein. Sur du dédié, bien sûr, on fait ce qu'on veut. Mais il y a un gros paquet d'hébergeurs en pass, hein, plateforme as a service. Il y a Joyent, évidemment, Nojitsu, Heroku, tous ces trucs-là donc, sont hébergés par différents providers de cloud, dont évidemment Amazon. Engineard, Azure, qui est chez Microsoft. Hein. Microsoft est à fond dans Node depuis plusieurs années maintenant. Strongloop, qui est également une sorte d'hébergeur de Node pour les mecs qui ont des besoins supérieurs à ceux de la NSA. Tu vois, Strongloop, c'est des infrastructures, mais juste absolument monstrueuses. Node, avec tout un système qui fait déjà de la réplication, du multiclustering, enfin, des trucs où, à partir du milliard de pages vues, tu vois, c'est un peu le... Et il y a un écosystème, donc extrêmement riche, extrêmement vivant. Hein. Hier, il y avait 42 500 modules dans NPM. Si je regarde aujourd'hui, il y en a 42 698. Hein. 4 600 000 downloadés hier, à peu près 100 millions de downloads par mois en moyenne. Et si vous regardez effectivement, environ 5 millions de downloads par jour. Hein. Et ce, juste pour le cœur de NPM qui est... Ah, il est lent ce site. Le cœur de NPM qui est aux US, c'est sans compter les réplications pour l'hémisphère sud, notamment. Je vais le laisser charger en son coin. L'avantage du web. Oui, non. Ah, d'accord, pardon. Hop, voilà, je cherche. Où étais-je? Voilà. Il est là, il n'est pas là. Voilà, ça c'est les taux de croissance en fait des quantités de modules par repository. Hein. Vous remarquez que Node est en moyenne à 100 modules jour. Hein. Le plus rapide derrière, c'est RubyGems, toujours les bonnes technos, hein, qui est à 57. Puis après, brrr, ça se casse doucement la gueule. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de gestion de modules centralisée, genre Java. Voilà. Même .NET en a, t'imagines? Alors, quelques grandes lignes pour les gens qui font pas du Node. Même PHP en a, tu vois, c'est un peu le... mais c'est pas grave, quand tu codes en Java, tu as le temps, par définition. Tu peux chercher toi-même. Le premier truc, donc dans Node, on n'est pas multithread, on est par événement. Tout fonctionne par événement. De ce point de vue-là, JavaScript est uniquement bien placé, évidemment, puisque tous les développeurs front ont toujours codé par événement. Ça leur semble naturel, ça leur semble évident de découper en non séquentiel comme ça. C'est pas du tout évident pour des développeurs back, qui eux ont l'habitude d'abord de tout contrôler. Hein. Il n'y a pas d'histoire de merde, je tourne sur IE10. Non. Et ensuite, qui sont beaucoup plus séquentiels. Donc on a une boucle d'événements. Et donc il faut que pour que ça bourre, il faut que notre code soit massivement asynchrone et donc laisse complètement au système la gestion de son exécution. Il y a des tas de manières de faire ça bien. La montée en charge dans la pratique est excellente, vraiment excellente. J'ai vu sur des machines pourries, des vieilles versions de Node faire tourner des trucs à des vitesses de charge qui je crois pas qu'il y ait de techno qui soit capable de le faire, même Erlang, qui soit capable d'arriver à ce truc-là sur une machine pourrie. Node est entièrement basé très fortement basé sur la notion de flux, évidemment, vu qu'il est là avant toute chose pour optimiser tout ce qui est entrée-sortie, donc tout ce qui va être réseau, communication, etc. Et puis accès disque, ou accès file system. Et donc c'est la fête. Quand on aime travailler avec les flux, quand on n'a pas l'habitude, il y a des tas de manières, des tas d'outils pour apprendre les flux en Node, notamment en mode limite livre dont vous êtes le héros, Stream Adventure, Stream Handbook et tout. Et franchement, faut le faire. Quand tu sors de là, tu fais ah ouais. Tu peux écrire des serveurs entiers en une ligne de code juste parce que tu as compris comment marchaient les flux. C'est assez génial. Ça gère vraiment des tas de problématiques assez chaudes. S'il y en a parmi vous qui travaillent avec des notions de flux tendues, synchrones notamment, vous savez qu'il y a des tas de problèmes de back pressure et des choses comme ça. Là, c'est vraiment les doigts dans le nez. Donc c'est assez fait. Node également modularise le code à fond. Ça, c'est quelque chose qui malheureusement est encore extrêmement peu fait ou mal fait côté client, ou fait en AMD, ce qui est une autre manière de mal le faire d'un point de vue performance. Node, lui, est basé sur un système qui s'appelle CommonJS, c'est-à-dire que tout fichier en Node est forcément son propre module, tout ce qui est dedans est planqué par défaut, et on exporte explicitement les choses et on require explicitement les choses. La syntaxe est triviale, mais du coup on est forcé à modulariser, et ça c'est assez génial. En plus de ça, donc il y a une notion de chemin de chargement intelligent, et il n'y a pas de conflit de version en Node. Quand tu as des dépendances, tu ne peux pas avoir de conflit de version. C'est le seul système au monde. Puisque il y a des histoires de petites sandbox imbriquées. Donc si toi tu as besoin de la version 0.2.7 et qu'à côté de ça il y a la 0.2.8 et la 0.3 dans le système, c'est pas grave, ça marche. Tous ici, je pense, si vous êtes des développeurs, vous êtes déjà frottés à merde, j'ai un problème de conflit de version. C'est fini ça avec Node. Node est également explicite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie, c'est pas comme quand tu démarres par exemple en Rails. J'adore Rails, mais quand tu démarres en Rails, tu ouvres un code, la moitié des trucs sont là, tu sais pas pourquoi.
tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas comment ça se fait que c'est dispo, tu sais pas pourquoi ça marche, parce qu'évidemment en tant que développeur, tu as, comme tous les développeurs, préféré crever que de lire la doc. Et la doc qui t'explique les conventions et les machins, étant donné que le seul truc au monde que tu aimes moins que lire la doc, c'est écrire la doc, eh bien tu ne l'as pas lu. Hein. C'est comme les manuels dans les jeux de fight et tout, c'est plutôt crever. On essaie, hein, sur un malentendu ça peut marcher. Et donc c'est assez compliqué, il y a beaucoup de magie quand tu démarres. Autant cette magie est géniale, quand tu as pris le temps justement de comprendre comment elle marche, autant au départ c'est déstabilisant. Node c'est juste du JavaScript, il n'y a pas de magie, et donc tout est explicite. Tu as besoin d'utiliser un module, il va falloir que tu le requires quelque part. De ce point de vue-là, pour démarrer en Node, pour essayer de comprendre comment fonctionne un morceau de code, c'est plus simple pour les noobs, parce que toute l'information est là. On n'a pas le choix. Donc c'est un petit peu plus sympa. Node également observe la philosophie Unix, c'est-à-dire que des petits modules qui font une chose, qu'ils font bien, et qu'on compose entre elles pour faire des choses un peu plus compliquées, un peu comme une pipeline dans la ligne de commande. Et de ce point de vue-là aussi, c'est sympa, il y a des modules en Node, c'est une fonction. Des modules publiés parmi les plus downloadés au monde. Hein. C'est une fonction, juste, qui fait ce petit truc-là, qui le fait bien, personne ne se fait chier à la refaire, on chope le module. Et donc, je vais vous faire une petite démo. Ce code-là est sur GitHub, pour ceux qui voudront aller regarder. L'idée de cette démo-là, avec Node, elle est déjà écrite, hein, je ne vous fais pas du live coding, c'est qu'elle met en œuvre à peu près la quinzaine de modules les plus populaires de Node et un certain nombre de motifs de code classiques en termes de meilleures pratiques, notamment au niveau de tout ce qui va être séquence d'opérations asynchrones pour éviter les callbacks dans les callbacks dans les callbacks, enfin plein de choses comme ça. Hein, et des deux façons d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, il y a d'une part du async et d'autre part des promesses, donc il y a vraiment les deux. Pour vous donner une petite idée, attendez, je passe en mode vidéo projection, parce que là ça va être compliqué pour ceux du fond. Un peu mieux. Hein. Donc je vais vous montrer un certain nombre de choses rapidement. Je regarde où j'en suis, ça va, c'est bon. D'abord on va l'utiliser. On va l'utiliser ensemble. Donc j'ai ici voilà, juste une ligne de commande. Hein. Et en fait, quand on travaille en Node, on a systématiquement un fichier qui s'appelle un package JSON. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la conférence de Corinne hier. Elle mentionnait ça. Qu'on fait du grunt. Ceux d'entre vous qui utilisent grunt, vous avez forcément ça, parce que grunt c'est en Node. Donc vous avez forcément ce truc-là. Et ce truc-là, en fait, liste les modules dont vous vous servez, comment s'appelle votre paquet, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout ça, comment on le lance, ce genre de choses. Donc ici, voilà, j'ai toute une série de petites dépendances, certaines pour le dev, certaines pour l'exécution. J'ai des petits mots-clés, des machins, le dépôt guide, tout ça. Et j'ai notamment un script qui s'appelle start, qui est conçu pour le développement, mais qui pourrait être en prod. Donc je vais faire un npm start. Voilà, c'est parti. Voilà, il se passe des choses. Hop, hop. Et voilà, il synchronise ma base de données si besoin est. Et à partir de là, je vais pouvoir aller sur l'adresse correspondante dans mon back-office déjà. Hop, alors vous ne le voyez pas là, mais j'ai une authentification, c'est juste que je l'ai fait juste avant la session, j'ai une authentification HTTP. Voilà, donc j'ai fait un petit système de quiz, forcément, hein, qui dit WebSocket, temps réel, machin, Node, c'est chat ou quiz. Vous avez une adresse IP ici, je ne sais pas si vous la voyez là-haut, 172.19.32.301. Si vous êtes sur le Wi-Fi de la conférence, prenez votre desktop, votre laptop, votre mobile, un vrai mobile, hein, pas un BlackBerry. En tout cas, ou alors un BlackBerry récent, un Torch, un machin, un truc avec un vrai navigateur. Quoi. Et vous allez dessus, attention, le port, c'est pas 80, c'est 3000. Donc c'est 2.3000 à la fin. 172.19.32.301. 2.3000. 201, pardon. Absolument, c'est dynamique. Vous allez arriver sur une page comme celle-là. Hein. C'est-à-dire l'équivalent... Hop. Ouais, il faut que je sorte du mode plein écran. Hop. Hop. Oui, il va vous demander de vous authentifier par votre compte Twitter. Si vous regardez attentivement les permissions, je vous demande rien, juste votre nom. Vous vous loguez sur votre compte Twitter, et là, évidemment, tous les mecs qui utilisent OnePassword font « Putain, c'est quoi mon mot de passe ?» J'en sais rien. Ceux-là, vous ne pourrez pas jouer. C'est juste pour avoir votre avatar et votre petit nom. Et d'ailleurs, je vais automatiquement activer un quiz. Voilà, et on voit les gens au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et ceux d'entre vous qui étaient déjà logués, c'est mis à jour. Donc ça, c'est les WebSockets. Hein. Voilà, vous êtes en train d'arriver. Donc c'est du temps réel, hein. C'est juste les WebSockets. C'est 3 lignes de code, hein. Vraiment avec Node. On utilise une techno qui s'appelle Socket.io.
Voilà, je vous laisse encore... Ah tiens, oui, ça c'est mon petit... À droite, là j'ai mon petit serveur qui... Voilà. Hop, voilà. Ah, bah il y a du peuple. Voilà, donc le back-office ici est en Node, le front-office est en Node, tout est en Node, hein, c'est toute mon appli. On utilise du Bootstrap 3 pour le look, hein, tranquilloum. Voilà. Vous allez pouvoir continuer à arriver pendant le quiz, mais on va quand même lancer le quiz, histoire de se faire un petit peu une idée de ce que c'est. Il y en a plein qui n'ont pas customisé leur avatar. Hein. C'est un peu... Franchement. Alors on va démarrer le quiz. Vous allez avoir des gros boutons pour les réponses. Attention, il n'y a pas qu'une réponse. Sauf lorsque, par exemple, je vous demande l'année de sortie. Évidemment, il n'y a qu'une année de sortie parmi les sorties. Mais les boutons peuvent être multi-réponses. Il y a un countdown. J'espère que vos téléphones sont à l'heure, puisque l'expiration leur est donnée en temps absolu. Pas en nombre de secondes, mais en date d'expiration. Donc si vos téléphones sont à l'avance, vous aurez moins de secondes que les autres pour répondre. C'est pas dramatique, hein, je ne publie pas les réponses à la fin. Et donc, voilà, il y a les questions à peu égaux, des exemples à égaux. Vous pouvez changer vos réponses en recliquant sur les boutons tout le temps du timeout jusqu'à la fin. Après quoi, vous allez voir apparaître les bonnes réponses. Alors moi, je ne joue pas sur la partie de gauche, je joue là sur mon téléphone. C'est parti. L'annonce officielle de Node. Ah, je l'ai dit ça. C'est quand? Alors, les petits points, c'est les gens qui répondent. Et si jamais les gens modifient leur réponse, le point devient orange. Hop, voilà. Eh bien, c'était 2009, 98%. Ah, 5%, hein, 2 personnes ont dit, ah tiens, je pense que voilà. Allez, question suivante. Node utilise le système de modules, ça aussi je l'ai dit. Hop. Ah, pareil. Il y en a qui écoutaient d'une oreille. Globalement, c'est pas mal, vous êtes fort. En bas, j'ai ce que j'appelle un random top 10. C'est-à-dire que je prends les 5 meilleurs scores. Alors pour l'instant, les scores sont au maximum de 2, donc c'est tranquille. Hein, et je prends dans les personnes qui ont ce score-là, j'en prends 10 au hasard, histoire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui apparaissent au début. Hein. Allez, c'est parti. Et ça aussi, je l'ai dit. Attention, je l'ai dit, faites gaffe, il y aura le quiz. NPM signifie... Ah, il y en a 2 qui ont changé, qui ont dit « Ah ouais, merde, c'est vrai, il l'avait dit. » Vous voyez, il y en a même un troisième, là, vous voyez les oranges? Hop. Ah, il y en a 3 qui sont restés. Je suis d'accord avec vous, hein, tout le monde se fait avoir. C'est marqué partout sur le site de NPM que non, ça veut pas dire Package Manager, c'est Package Modules. Allez, encore une petite. Celle-là, attention, il y a plusieurs réponses possibles, hein, et plusieurs réponses vraies. Elle est hyper fourbe. Alors là, oh là là, c'est... Ouais, ça part en vrille, là. Qu'est-ce qui se passe? Elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. Il y en a 11 qui ont percuté bien, nickel. Hein. Elles sont toutes bonnes puisqu'on peut très bien avoir un paquet en local et l'installer du coup depuis sa version locale. Allez, on y est presque. Ah, ça, il n'y a que ceux qui ont joué avec Node qui peuvent savoir. Les autres, vous avez qu'à tester, ma foi. Hein. Il n'y a pas d'enjeu. En plus, j'ai mis des trucs qui sonnent pareil, alors on ne sait pas. On est presque au bout, 7 seulement, qui ont vraiment la totale. C'est marrant, il y en a qui en ont mis qu'un en fait, parce qu'il y en a 16 pour chacun des deux, mais il y en a que 7 bonnes réponses. Bon, celle-là, a priori, soit vous vous faites avoir, ah bah oui, tant qu'à faire. Ah voilà, il y en a plein qui ont dit, ah bah il y en a qui ont osé, hein, 11% qu'on dit quand même des codes pour adultes complètement. Peut-être que vous êtes orateur comme moi et vous avez remarqué que dans les films gratuits à l'hôtel, il y a vraiment tous les films. Il y a même limite plus de l'autre catégorie de films, j'ai l'impression. Allez, je crois que c'est la dernière. Attention, il y a plusieurs vraies réponses là-dedans. Là, on est vraiment dans du Node récent. Hein. Ceux qui font du Node 04 ou 06 n'ont peut-être pas suivi ça, ou simplement qui ne suivent pas les flux. Hop, voilà. Ah bah bien sûr que si, ça existe, et notamment dans tous les tutos. Mais idéalement, il ne faut plus s'en servir. Et je crois qu'on est au bout. Voilà, c'est fini. Ah, tiens, moi à droite, si c'est pas rafraîchi, vous devez avoir un petit c'est fini avec votre score sur votre truc. Et puis vous avez les rangs. Ah, il est où GS Attitude, c'est moi. Où est Guénolé? Beau gosse. On applaudit Guénolé, mesdames, messieurs. Voilà, donc c'était cette petite démonstration.
on va aller faire un petit tour vite fait dans le code. Donc cette base de code sera sur GitHub. J'ai pas encore fini de tout bien la commenter, et notamment j'ai pas eu le temps d'y rajouter les tests, ce qui pourtant est absolument critique. Donc ceux d'entre vous qui sont intéressés, vous irez sur le dépôt, vous mettrez un watch, et comme ça vous verrez les mises à jour arriver, parce que voilà, on va l'amener jusqu'au bout, et notamment avec des tests avec Casper, choses comme ça. Mais il y a quelques petits trucs où je voudrais juste vous donner une petite idée un petit peu de ce que ça donne par rapport à ça en termes de code. Qui ici est techos? Bon, voilà, quand même, pour eux. Hein, pour tous les techos qui ont dû souffrir à travers les trucs de ouais, business, fric, investisseur et tout depuis une journée, c'est notre tour, ça y est. Alors, chacun son. Alors, le point d'entrée de l'application, c'est app.js, c'est lui. Donc vous notez que voilà, il n'y a pas de magie. Hein. Si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je require. Ce require-là est synchrone, puisque c'est direct, c'est du bootstrapping de l'application. Express que vous voyez là, c'est donc le principal framework pour faire de l'appli web. En fait, Express en lui-même, c'est même pas 800 lignes de code. Hein. C'est rien du tout. C'est juste des trucs malins par-dessus un autre module qui s'appelle Connect, qui fournit un système de middleware HTTP. Donc Express, en fait, c'est juste des middleware qui fournissent les routes, les machins, les trucs, etc. Flash, c'est pas le Flash d'Adobe. Hein. On dit Adobe en France, on dit pas Adobe. C'est la notion de coller un message qui va être vu que la prochaine fois qu'on render une vue, et après, hop, c'est fini, il est plus là. Ce qu'on appelle un session flash. Voilà, on crée l'appli, on la configure, on fait écoute, tes vues elles sont en Jade, je vais vous montrer ce que c'est que Jade. Jade, c'est vraiment un des super moteurs de template qui soit. Un logger, le traitement des différents types de réponses, les cookies, la gestion des flashs. Et puis ce que vous voyez ici qui s'appelle Passport, c'est justement l'authentification. L'authentification au sens large. Pour mon back-office, j'ai une stratégie d'authentification HTTP classique. Vous savez, quand c'est le navigateur qui vous demande en dur un login, un mot de passe. Et pour le front, j'ai juste une stratégie d'authentification, vous allez voir, qui est Twitter. Et c'est quelques lignes à mettre, et boum, il s'occupe de tout pour moi. Donc ceux d'entre vous qui ont déjà fait du OAuth à la main savent que quand on s'occupe de tout pour toi, c'est vachement plus cool. Pour pas avoir une espèce d'énorme bousin avec toute mon appli dedans, parce que ça serait pas très Node, en Node on modularise, j'ai découpé le back et le front sur leurs petites applis à elles. Et là il y a un petit également pic sneak preview vers la fin. Et vous voyez back et front. Hein, donc effectivement, si je vais regarder le module back, voilà, il est là. Donc lui, c'est l'application back. Donc elle a 2-3 petites choses. Voilà, c'est elle qui va être appelée en fait, hein, qui notamment dit, écoute, sur /admin, tu authentifies avec une stratégie basique, qui a donc été configurée quelque part. Je change également les chemins des vues, pour qu'il aille chercher les vues dans d'autres endroits. Là, j'ai juste une petite vérification qui me recharge. Et puis là, j'ai mes routes. Hein, vous voyez, ça ressemble à... C'est assez lisible parce qu'il ne faut pas hésiter à coller les fonctions plus bas. Hein. C'est pas parce qu'on est en Node qu'on fait que des fonctions anonymes. Hein. Moi, je préfère avoir toute la liste de mes routes à plat comme ça. Et donc, on voit, voilà, création de quiz et tout, parce que vous ne l'avez pas vu, mais dans mon back-office, je peux créer mes quiz, aller regarder mes trucs, gérer mes réponses. Je peux même réordonner mes réponses hein, si j'ai envie. Voilà, c'est assez simple. Et puis derrière, gérer voilà, mes petites réponses. Enfin voilà, donc il y a tout ça qui est géré par l'application. Et derrière, vous avez vos petites fonctions. Alors des fois, ces fonctions-là sont très très simples. Hein. Voilà, delete quiz par exemple. Hein, voilà, reg quiz, destroy, success, machin. Init quiz, qui lance également, qui met un quiz comme quiz actif. Vous voyez que c'est assez simple. On a ici un truc qui justement est une notion de promesse. Quand vous voyez un truc genre .zen, en général, c'est parce qu'on est en train d'enchaîner les actions asynchrones les unes derrière les autres. Et elles ne vont s'exécuter que si celle d'avant marche bien, etc. Ça nous permet d'éviter de foutre des callbacks dans des callbacks dans des callbacks, de remettre les choses à plat. Les promesses, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Hein. C'est vraiment en train de se répandre doucement dans la communauté JavaScript. On les trouve dans d'autres environnements aussi. Et ça met un moment à cliquer vraiment. Puis quand tu as vraiment compris le truc, tout d'un coup, tu as vu la vierge. Quoi. Tu ne veux plus coder autrement. C'est vraiment exceptionnel. Vous voyez, next question, c'est super simple. Hein. On délègue tout au moteur. On a une classe de moteur qui est vraiment celle que je commente le plus, qui gère l'intégrale. Et on veut que l'application soit faiblement couplée. Donc c'est vraiment le moteur qui gère le quiz. Et moi, j'ai mon back-office ou mon front-office qui juste appelle 2-3 méthodes du moteur. Et le moteur, lui, gère tout le déroulement du quiz et émet des événements. Et qui n'en veut, écoute les événements. Donc vous allez voir qu'il y a un petit morceau qui écoute ces événements et qui les retranscrit dans les WebSockets pour que sur vos trucs, ça bouge. Et vous allez voir que j'ai un autre truc qui écoute les événements aussi, qui est totalement isolé du reste du code. Il se contente d'écouter les événements du moteur et il fait un truc cool avec. Vous allez voir, ce sera la petite fin de truc. Donc c'est pas des longues méthodes. Hein. Et encore, là, je suis en JavaScript natif pour pas vous faire trop peur.
Ce qui veut dire que les méthodes sont beaucoup plus longues que dans mes projets à moi qui sont en CoffeeScript, hein, et qui sont nettement plus courts. Voilà, la lecture des credentials et tout. Sur le front, vous avez la même. Hein, ça, c'est le front office. Voilà, petite appli. Extrêmement peu de routes. Hein, il y a juste la route slash et la route slash front. Et voilà, la partie... voilà, ici, vous voyez, je crée mon authentification Twitter. Voilà, ça me prend 2 lignes. Hein. C'est pas compliqué. Et ici, ce que vous voyez, c'est intéressant, cette partie-là, c'est bind WebSocket. C'est une petite fonction dans le front. Et c'est cette petite fonction, elle n'est pas très longue. Hein. Voilà, elle est finie. C'est cette petite fonction qui, justement, écoute les événements du moteur et les transmet via WebSocket à tous vos petits navigateurs. Et qui fait que quand vous faites des réponses, elle est au courant à cause des WebSockets et elle le dit au moteur. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc, vous voyez que dans certains cas, vraiment, elle touche à rien. Je me suis fait une toute petite méthode utilitaire au-dessus, là, qui s'appelle Just Forward. Quand vous voyez ici Just Forward, ça veut dire... le moteur, il dit bidule. Moi, je dis bidule. Je ne change rien. Je dis bidule aux différents navigateurs connectés. Donc, c'est vraiment pas méchant. Même là, ça, par exemple, c'est quand tu réponds. Hein, quand tu réponds ici, voilà, je me prends un message WebSocket qui s'appelle Answer. Je le connecte avec ton user ID parce que j'en ai besoin. Et j'appelle le moteur. Je lui dis, hey moteur, voilà une commande. Inversement, ici, par exemple, le moteur me dit, ah, fin de quiz. Et du coup, je passe à travers toutes les WebSockets et je leur envoie chacune un petit message spécial qui dit, ok, c'est fini, voilà ton score, etc. Donc, vous voyez que ça n'a rien de... on n'est pas en train de faire vraiment de la chirurgie neuronale. Hein, c'est assez light. Le gros bestiau, c'est le moteur. On va pas rentrer dedans. Ici, vous avez le quiz. Donc ça, ce sont les classes vraiment de données, vos modèles de données. Hein. Je passe par un ORM qui s'appelle SQLize et je stocke ça dans une base de données. Ça pourrait être indifféremment, moi au niveau de mon code, je ne vais pas sentir la différence. Ça pourrait être du MySQL, ça pourrait être de l'Oracle, ça pourrait être du PostgreSQL, ça pourrait être du SQLite 3, ce qui est le cas ici. Ça pourrait être ce que je veux. Pour moi, ça veut juste dire que ici, j'ai mis une autre valeur dans dialect. Hein, c'est à peu près tout. Pour le reste, et dans storage ici. Voilà, mais c'est à peu près tout. Le reste de mon code ne changera pas. Si je change de base de données, c'est un peu comme Active Record par exemple, ou Hibernate, ou des choses comme ça. En mieux. On a bien sûr la notion de relation hein, entre les trucs qui vont être gérés automatiquement. Tu vois ici par exemple, je crée question, et hop, quiz as many questions, question belongs to quiz. C'est bon, hein, les relations sont calées, ça fait sa life, on s'en occupe pas. J'utilise également, en particulier en développement, quand tu es en développement, Node, dès que ton code change, faut que ton serveur redémarre, quoi, parce que c'est pas du live swap. J'utilise ici un petit truc qui s'appelle NodeMon et qui fait que dès que je change, hop, quelque chose, il le détecte, il redémarre automatiquement mon application dans mon dos. Et accessoirement, il la détecte en mode debugger. Hein, c'est-à-dire qu'en Node, j'ai parfaitement le droit de connecter des débuggers haut de gamme. Hein, je vais peut-être pas lancer mon... Si, il devrait être là. Si, il devrait être là, le port est le bon. Ah, autant pour moi. Faut que je lance Node Inspector lui-même. Et je peux tout à fait donc utiliser le débugger de Chrome, qui est un débugger extrêmement avancé, l'air de rien, même s'il est sous-utilisé par énormément de monde. Et voilà, hein, par exemple, si je me mets dans init quiz, voilà, point d'arrêt, je vais là-dedans, allez, init quiz, et voilà, je suis dans mon point d'arrêt, je débug. Donc il n'y a pas du tout de raison de débugger à l'ancienne ou d'y aller à coup de console log, hein, c'est fini ça, faut arrêter, c'est comme côté front. C'est terminé. Ça marcherait même si j'étais en CoffeeScript ou des choses comme ça, soit dit en passant. Hein. Donc voilà, il est en train de faire sa vie, tout ça. J'ai mon debugger qui est connecté, j'ai NodeMon qui surveille tout ça. Je voulais également vous montrer quelque chose d'important, toujours dans l'univers Node, qui est Brunch. Il y en a qui connaissent Brunch? Je voulais pas parler trop de Brunch hier pendant la conf de Corinne, parce que en fait c'est tout ce que Corinne vous vend, mais en 2 lignes. Donc, Brunch est extrêmement addictif. Hein. Si vous faites du dev front, moi si vous regardez ma codebase front, elle est là, elle est par exemple dans App Front Client. Hein, voilà. Et c'est du CoffeeScript exprès, et mes styles sont en stylus. Stylus, ça fait passer SAS pour un demeuré. Désolé Mehdi. Hein. Mais donc là j'ai du code en stylus, des styles en stylus. Ici j'ai du code, genre ma gestion de quiz pour le front elle est là. Voilà, c'est 74 lignes là. D'accord.
Et vous voyez qu'il y a des requires et tout, alors que ça va se passer dans le navigateur, ce truc-là. Donc c'est quand même super bizarre, hein. Comment ça se fait? Il y a des modules comme JS, du require et tout ça. Et j'ai mes quelques petites méthodes. Et tout ça doit fonctionner sur le front. J'ai même des vues, hein, qui vont être, là par exemple dans Views, une bonne partie de ces vues-là, comme la vue Question, qui est un template Jade. Voilà un exemple de Jade, hein. Donc ça c'est du HTML. C'est juste la même chose mais sans se faire chier, hein. Il y a du JavaScript dedans, je l'utilise aussi bien côté serveur que côté client. Donc comment ça se passe? Brunch, si je le lance là, et si je le lance notamment en mode watch, Brunch, hop, voilà. J'ai une configuration que je lui donne, où je lui dis tout ce que je veux concaténer, minifier, source mapper, quand, comment, pourquoi, etc. Et il le fait dans mon dos, et il le fait instantanément. Instantanément, ça veut dire que si je le modifie lui, je sauve. Voilà, 94 millisecondes, et encore, là, franchement, il rame. Je suis sur un très vieux MacBook Air, c'est pour ça. En temps normal, c'est 60-70. Bref, t'as pas relâché commande S. Okay, et du coup, il va me publier tout ça dans un répertoire qu'on choisit. Moi, il s'appelle public. Et il va me publier, vous voyez, ma CSS applicative. Alors, il y a Bootstrap aussi dedans. Là, vous retrouvez l'équivalent de mon style qui a été recompilé. Il va me compiler mon code JavaScript navigateur pour le back, mon code JavaScript navigateur pour le front. Tout a été retraduit à la volée, les modules fonctionnent, etc. Et il va me le mettre avec les source maps. C'est ça qui est beau. Je vais vous expliquer pourquoi c'est beau. Voici une vue. D'accord? Je vous sors son debugger à droite. Donc voilà ma vue. Okay. Si je regarde les sources, je suis dans les DevTools et je suis avec les source maps actifs. Et donc les sources que je vois, alors que moi j'ai juste app.js, front.js qui a été chargé, et bien pourtant je vois les sources d'origine. Par exemple quizzes.coffee, il est là, hein, en CoffeeScript. Et je peux donc coller les breakpoints. Et du coup, je cherche juste mon autre, pardonnez-moi, voilà. Non, pas lui que je veux. Si, par exemple, je démarre, hop, vous voyez que la vue, elle réagit, les WebSockets lui disent de faire des trucs, hop, je suis en train de débugger du CoffeeScript dans mon navigateur, alors que c'est le JavaScript concaténé, minifié, source mappé et tout qui est chargé. Et le mieux, c'est que si je le sauve, ça va le sauver sur la base, recompiler, rewatcher, et le réutiliser instantanément dans mon navigateur. Pareil pour les feuilles de style. C'est-à-dire que si par exemple, donc ça c'est des choses qui en soi ne sont pas spécifiques à Node, elles sont plus spécifiques à Brunch. Si par exemple ce qui m'intéresse, ouais c'est la classe, hein. Si par exemple ce qui m'intéresse ici, je sais pas, là lui là, je veux regarder son style. Voilà, son style ici, il a été défini depuis un styles.style. Donc je peux très bien y aller, je peux très bien dire ah bah tiens je vais voilà, je vais là, il a été défini ici, je vais le changer là, hop, je vais le sauver, ça va être pris en compte immédiatement, à condition que là, à la première sauvegarde, je lui dise attention, c'était le fichier qui est là-bas, et du coup, il va le sauver, le watcher de Brunch derrière va le recompiler, et Chrome va le recharger instantanément. Donc on peut travailler intégralement dans Chrome, on n'est pas du tout obligé de travailler avec des silex, hein, sous prétexte qu'on utilise Less, SAS, Stylus, Coffee et tout. On peut travailler comme des vrais gens, avec des vrais outils. Hein. Il n'y a pas de raison de travailler autrement. Bon, la dernière chose que je voulais vous montrer, avant de prendre des questions, puisqu'on voilà, on a un petit tour d'horizon là qui permet de se faire une idée. Pour le reste, vous pourrez regarder la codebase. Je fais vraiment un travail de documentation à l'intérieur qui est extrêmement détaillé. Vous aurez donc du source à noter. D'ailleurs, on peut regarder ce source à noter, comment il marche. Ça marche avec Doco. Doco est un autre outil écrit en CoffeeScript, c'est juste un fichier CoffeeScript en Node. Hein. Et par exemple, je vais aller dans... voilà, je vais documenter tout ce qu'il y a dans App. Non. Et en fait, par exemple, si je prends le moteur, je vous rappelle à quoi ressemble Engine.js, c'est ça. Hein. C'est juste du script. Et vous voyez, j'ai des commentaires freestyle. J'ai pas du add param, at return et toutes ces saletés. Hein. J'ai juste mon commentaire. Dans ces commentaires, je peux faire du markdown. Et ce que j'obtiens, c'est ça. J'obtiens le source annoté. Ce qui est la meilleure manière de documenter un source. Hein, y compris pour vos collègues. Ça défonce largement ce que vous faites avec du Javadoc. Ou du YUIDoc, ou du PDoc, ou du JSDoc. Doco, pareil, c'est du Node. Donc moi, je vais tout vous documenter comme ça, pour ceux qui veulent regarder le code. La dernière chose, c'est, je sais pas s'il y en a qui avaient des yeux de lynx au démarrage.
ont vu ça là. Alors je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Tu vois le rouge là? Vous êtes vraiment chié sur la dernière question. Alors vous avez ici un petit LCD. Ça c'est une carte Arduino. Arduino c'est un petit microcontrôleur à 2 balles. Et ça c'est un circuit que j'ai monté. Alors je sais comment je vais vous le montrer. Je vais faire du FaceTime avec mon téléphone. Une partie de l'infrastructure FaceTime backend c'est du Node, ouais. Non, t'as voulu m'avoir, mais pas de bol. Pourquoi je suis plus sur le Wi-Fi là? Enfin, même sur 3G ça devrait marcher, ceci dit, mais... Attends, je vais juste aller récupérer le Wi-Fi de la conférence, qui a l'air d'être... Je l'ai testé juste avant la conf, ça marchait très très bien, mais... Allez. Ah, on est trop. Pourtant il marche bien le Wi-Fi sur cette conf, je dois reconnaître, je suis assez impressionné. Non, non, il marchait avant, tu m'auras pas comme ça. Ceci dit, mon prochain est un Firefox OS, hein, donc tu peux pas... Allez. Oh, pétard. Il y a trop de... On est trop sur le nœud, là. On est pas 200. Ah, damnation. Il veut pas me... Attends, voir. Hop. On va finir par y arriver, hein. C'est la technologie, tu sais. Allez. Parce que sans le Wi-Fi, étant donné que moi je l'appelle pas depuis un mobile, ça va pouvoir passer avec du... Voilà. C'était connexion en cours. Hop, voilà. Oh putain, j'ai de l'écho là, attends. On coupe le micro. Voilà. C'est pas une bonne idée finalement le mode silence. Vous voyez ça là? C'est l'annonce officielle machin, c'est le nom de la question. Donc là je suis sur une question. Et eux vont me dire effectivement ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc si par exemple, je fais question suivante, vous avez le nom de la question, voilà ici. Quand on va répondre ou quand il y aura le timeout, je vais avoir les scores. Tac, voilà. Et là en l'occurrence, il dit 100% de bon, parce qu'il y en a un qui a répondu, c'est malin. Merci, ça me permet de montrer que c'est vert, etc., etc. Allez, on arrête le FaceTime, parce que là ça devient... Ah, ouf. C'était Inception. Donc ce petit module Arduino, et voilà, c'est lui, c'est qui a gagné. Il est, voilà, c'est pas un câblage compliqué, hein. C'est juste ça. Voilà. Rien de méchant. Et du coup, c'est fait avec Fritzing, ça. Et si vous regardez le module, en fait, il est trivial. C'est voilà, il est vraiment tout petit. Voilà. New 5 board. Tac, on se connecte à la carte. Quand elle est prête, eh ben, on crée un affichage LCD dessus, standard, 2x16, machin, bidule. On donne sur quel, sur quel connecteur il est. On crée 3 LED en disant sur quel connecteur il est. Et puis derrière, on écoute juste, encore une fois, juste les événements du moteur. Hein. Donc il y a juste besoin de requirer ce module, il dépend de rien si ce n'est les événements du moteur. Après, c'est terminé. Hein. Et il fait, ah bah tiens, quiz init, je vais dire, ouais, il est cool. Au début, je vais dire welcome to Blend. Voilà, ça c'est simple. Ça passe par toute une série de surcouches, parce que ceux d'entre vous qui ont joué avec Arduino, c'est vachement plus chiant, quoi. T'es dans l'EDI Arduino, tu fais des choses en C, en C. Et là, non, t'as pas ce problème, t'as la couche, effectivement, ça. Ce qui se passe, c'est qu'on flash sur ce petit Arduino là, ce qui est très facile, hein, via la 2i Arduino, de flasher un truc dessus. On flash un truc qui s'appelle Firmata. Firmata, c'est un protocole standardisé pour les microcontrôleurs, donc les Raspberry Pi, les Arduino, les Tessel, tous ces trucs-là, et qui nous fournit un protocole unique pour justement contrôler tous les petits connecteurs analogiques et numériques qui sont sur la carte.
Et on a un module, il nous reste un truc à faire, c'est en Node d'être capable de taper dans l'USB. Donc ça existe depuis plusieurs années, ça s'appelle Serial Port. Et il y a un petit module Firmata qui existe en JavaScript, donc qui par l'USB va papoter avec le Firmata qui est sur la carte. Et par-dessus ça, on a notre meilleur ami, qui s'appelle Johnny5. Et Johnny5, c'est lui. Yeah. Johnny5, c'est justement des petits objets JavaScript hyper simples à utiliser pour à peu près tous les protocoles de la planète. Mais vraiment tout, quoi. Les micro-cerveaux, voilà, des shift registers, des détecteurs, parce qu'il y a des milliards de détecteurs. Moi, j'ai un petit truc d'électronique ici, lumière, machin, tout ce que tu veux. Et tu as déjà du radar et tout. Tu as déjà des petits objets qui sont, hop, comme ça, et qui te permettent de les manipuler de manière très simple. Donc ça, je voulais vous le montrer à la fin. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait de la robotique en JavaScript. De plus en plus, là je fais un exemple très simple, je ne vais pas me pointer avec un truc que je vais mettre 1h30 à monter avant. Mais on fait de la robotique en JavaScript, il y a des confs entières sur le sujet comme Nodebots, qui sont très très fun, et Nodecopter, où on fait spécialement, on pilote des aérodrones en JavaScript. Et en général, quand on fait deux le même jour dans le même endroit, les mecs, tu as toujours un gars, une équipe dans les Nodebots qui conçoit un canon DCA pour les Nodecopters. Ça marche très très bien, avec des élastiques, avec un micro-cerveau et tout ça. Ça marche super bien. Donc voilà, il faut le savoir, ça sort, ça arrive sur le hardware, vraiment, depuis déjà 3 ans, JavaScript, grâce à des petites choses comme ça. Un Arduino, ça coûte 30 €. Franchement, si vous avez envie de vous apprendre à jouer, à faire à souder quand vous en avez besoin, ça coûte 10 €. Faites-le, c'est hyper drôle. Il y a énormément de ressources en ligne, notamment le Ada Playground et tout ça, qui sont extraordinaires pour jouer avec ça. Et j'ai réussi à tenir dans les temps. Questions-réponses, vous avez 5 ou 10 minutes, je pense, avant la prochaine session. Donc, je vous écoute. Plus personne n'a de cerveau. Oui. Node est écrit intégralement en JavaScript. La runtime basique de Node, c'est V8. D'accord. Donc, c'est le moteur JavaScript à la base maintenu par Google, même s'il y a énormément de contributeurs hors Google maintenant. Node, lui, est écrit intégralement en JavaScript, même s'il y a certaines parties qui Node te permet d'avoir des bindings binaires, si tu en as besoin, notamment parce qu'à un moment, tu veux créer une interface Node pour des librairies natives, par exemple. Et donc, tu peux, via le système qui s'appelle GIP, c'est assez facile à faire, ça s'appelle un add-on, un Node add-on, c'est décrit dans la doc de Node, la doc officielle, c'est facile à faire, pour le coup, vraiment. Et donc, occasionnellement, oui, tu peux optimiser, par exemple, les WebSockets. Le module WS, qui est vraiment le cœur de protocole WebSocket, il va tenter de se compiler en natif s'il peut, parce que ça sera encore plus performant. Mais s'il ne peut pas, il est full JavaScript et ça marche très bien. Donc tous les modules natifs, si tu vas dans le source de Node, tu vas t'apercevoir que tous les modules noyaux de Node, il y en a une petite vingtaine, ils font énormément de choses, ils sont à la base en JavaScript. Occasionnellement, ils se suroptimisent quand ils ont la possibilité d'être en natif. Oui. En fait, avec Node et notamment Node Serial Port, on est tout à fait capable. Donc la question était, de quoi tu parles quand tu parles de robotique avec Node? Donc Node, lui, dès l'instant où il est capable de communiquer sur un canal USB, et donc vers à peu près n'importe quoi, il est capable tu peux t'en servir pour ce que tu veux. Maintenant, effectivement, de plus en plus de robotiques, au final, sont pilotées par quand on joue en robotique, sont pilotées par du Firmata ou des protocoles équivalents. Et il y a de plus en plus, de la même manière qu'avant ils fournissaient juste la libc, les headers, etc., de plus en plus ils fournissent le module Node correspondant. Donc on se connecte dessus, on a des objets, des machins, c'est infiniment plus agréable à utiliser que le truc C. Il y a des choses qui ne sont pas encore disponibles. Par exemple sur Arduino, tout ce qui va être IRQ, donc interruption à proprement parler, qui vont se traduire par des événements derrière de notre côté. Tout ce qui va être également tone, et donc génération de waveforms en fait sur des sorties numériques mais en pulsation modulée, des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont pas encore dans Firmata. Ça va l'être, c'est juste que c'était pas les priorités. Et du coup, par exemple, moi je voulais mettre un buzzer à la base qui générait des fréquences vocales 1, 2, 3, 4 au fur et à mesure que vous appeliez, enfin que vous répondiez, ce qui aurait été un beau bordel. Mais ça nécessitait une waveform, elle n'est pas encore de base dans Firmata et j'avais pas le temps de m'amuser à la recoder. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais voilà, dès l'instant où on est capable d'émettre ce qu'on veut en pilotant le protocole comme on veut à la microseconde sur de l'USB, finalement, le monde est ouvert, quoi. Et on trouve de plus en plus de fabricants classiques, les SparkFun, les Tinkerkit, les Makey, tout cela,
qui ouvre un peu la robotique au grand public et d'une manière générale ce genre de choses. Robotique au sens large, hein, donc circuit électronique et tout ça. Parce que la robotique, c'est du circuit électronique et puis des servomoteurs et des transistors de puissance. Hein, en gros, c'est un peu ça. Ils fournissent la plupart du temps l'équivalent Node, ou alors c'est des projets comme Firmata qui font attention à prendre en compte, avoir une version pour les nouvelles cartes, etc. Donc c'est un gros jouet, c'est hyper drôle. Autre chose? Ouais. Ah, attends, il y en a un au fond, on va varier. Oui. Pour la scalabilité? À de base, Node. C'est juste, tu respectes un peu, je dirais, l'esprit de code Node. Donc, tu fasses attention à être extrêmement asynchrone, avoir le strict minimum d'appels bloquants, etc., etc. Mais dès l'instant où tu joues ce jeu-là, euh, de base, c'est Node qui scale pour toi, en fait, puisque c'est la boucle d'événements de Node qui se charge de dispatcher correctement. Ah d'accord, genre en multi-process ou multicore ou multi-machine. Alors, tu as un premier truc qui existe dans les modules noyaux de Node qui s'appelle cluster, qui est vraiment la base, mais qui est basé sur les forks en fait. Donc multicore, ok, multiprocess, mais une seule machine. Et ensuite, si tu as vraiment besoin par exemple de faire vraiment du scaling horizontal à travers différentes machines physiques ou des choses comme ça, soit tu te le montes à la main avec tes petits modules, soit tu passes par des providers dédiés à ça comme Strongloop qui te fournissent une interface programmatique via leur module à eux, mais qui te fournissent toute l'infrastructure pour que ce soit vraiment 3 lignes de code de faire du live provisioning à l'horizontale, des choses comme ça. Ça marche très 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 bien. Hein. C'est du pass payant. Hein, en même temps, si tu commences à avoir le besoin de vraiment scaler horizontalement sur X machines, bon, tu t'attends à ce qu'ils fassent payer quelque chose. Hein. Mais leur infra est très très bonne et effectivement leurs modules sont très simples d'emploi. Donc tu peux démarrer tranquille avec Cluster pour jouer. Tu as tout ce qu'il faut dans les moteurs pour dire tiens, process parent, process fils, on connecte ou pas nos file descriptors, etc. Et après, quand tu commences à vraiment jouer, juste vraiment toute une série de nœuds à proprement parler, peer-to-peer, répartis et tout, load balancing, session sticking et tout, tu vas sur des providers genre Strongloop. Et ils ont des free trials et tout, la doc est excellente, enfin, tu peux aller regarder, c'est vraiment sympa. On a encore 2-3 minutes, oui. Ah ouais, ouais, moi je trouve que la qualité des frameworks qu'on a, et moi je suis un Railser de longue date, donc pourtant en termes d'exigence par rapport à mon framework web, tu vois, je suis assez haut. Alors je parle pas d'Express à proprement parler, du coup je parle de couches du dessus, genre Compound ou TowerJS ou des choses comme ça qui sont extrêmement, ou Thorax ou Chaplin, enfin des choses un peu costotes, qui fournissent déjà vraiment tout le reste. Mais oui, dans la pratique, oui, on s'en sert pour tout. Back-end mobile, front mobile avec vraiment appli web mobile avec AppCache, etc. Ouais, ouais, et notamment, il est adapté à tout ce qui n'est pas web, puisque c'est une runtime en fait. Donc on s'en sert beaucoup pour créer des outils en ligne de commande, des démons, des tas de trucs. Donc oui, il est vraiment universel. Une petite dernière? Ouais, Gulven. Il y a plusieurs trucs. Effectivement, il faudra que j'essaierai de les mettre dans le README. Il y a plusieurs trucs qui sont très très bien pour démarrer. Il y a notamment la doc de Node elle-même, mais c'est une doc de référence. Tu as un truc qui s'appelle Learn New a Node. Learn New a Node for Much Win. Donc qui est un truc comme ça en ligne de commande, c'est un module, tu l'installes et petit à petit il t'apprend, il te guide, il te dit vas-y fais ça et tout, petit pas par petit pas. Mais tu fais vite des trucs assez costauds. Et tu as dans cette série-là, d'ailleurs ça me fait penser que quelqu'un justement vient de regrouper ces trucs-là. Je l'avais... Ouais, il y en a au moins trois, en fait, il y en a plus. Mais il y en a plusieurs pour les flux sur ce même format, en fait, de workshop. Tu as Stream Adventure et Stream Handbook pour les flux. Ça, c'est indispensable après avoir fait le premier. Et maintenant, tu as également un Level Up, qui est le Level Me Up, qui est la même chose, mais pour la base LevelDB, qui est une base super rigolote à utiliser. Et donc on voit ces formats-là. En plus de ça, tu as effectivement quelques bons bouquins, gratuits ou pas, en ligne ou pas, le How to Node, le Node Beginner, etc. Mais qui, pour certains, datent un peu, notamment au niveau des flux. Et puis tu as la doc officielle de Node, hein, qui est très bien parce qu'elle t'explique quand même, c'est pas juste une doc de référence. Hein, quand tu vas sur Node.js.org, tu as les API docs et la community, tu as des liens aussi vers quoi apprendre et tout.
mais c'est pas juste une doc de référence, hein. Si je prends Cluster par exemple, tu vois, ça démarre avec des how it works, avec machin, avec tout ça. On n'est pas juste sur tiens, voilà l'API, voilà ce qu'il y a dedans, patati patata. Il y a beaucoup de notes explicatives dedans. Mais ouais, je vous mettrai ça dans le readme du projet, hein, qui apparaît donc directement sur la page de Blend Demo. Blend Demo, pour l'instant, vous allez dessus, il y a le code effectivement, mais le readme dit attendez, bougez pas, c'est pas fini par rapport à toute l'aide et la documentation que je vais vous mettre dedans. Il est conçu notamment pour s'installer comme un binaire général avec un man, avec un bin, avec une interface en ligne de commande, enfin, etc., etc. Donc ouais, je mettrai les ressources dans le readme pour l'avantage. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bonne fin de journée.